Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie d'aborder la suite de cette série podcast dans laquelle à la fois je vous partage un petit peu de mon parcours personnel mais aussi des pratiques dites alternatives que j'ai pu rencontrer sur mon chemin d'évolution, chemin de compréhension. Et évidemment il est difficile de nommer toutes les pratiques ou toutes les choses que j'ai pu faire à titre personnel pour mieux me comprendre, pour éventuellement travailler sur des choses qui me semblaient ne pas ne pas être juste pour moi dans la manifestation du qui je suis dans mon quotidien. Et je ne pourrais pas nommer l'intégralité de ces pratiques ou de ces actions parce qu'elles sont malgré tout nombreuses. Évidemment, la lecture de bouquins, tant sur le développement personnel que sur des cheminements d'auteurs qui partagent en fait leur propre évolution, ou bien les romans dits initiatiques ont aussi contribué à la prise de conscience du qui je suis, comment je fonctionne, de quoi j'ai besoin, ce que je ne connais pas de moi. Et tout ça, c'est un cheminement et c'est très complexe, donc c'est difficilement racontable. D'autant plus que j'essaye de respecter une certaine chronologie dans mon parcours pour aussi amener une certaine logique dans peut-être la découverte de techniques aussi différentes les unes que les autres. Et sans doute qu'il y aura des choses que je n'aurai pas forcément partagées parce qu'elles seront soit moins pertinentes ou simplement parce que il y a des choses qui se font aussi de manière très interne dans un chemin d'évolution et de compréhension. Quelque chose sur lequel d'abord j'avais envie d'attirer votre attention peut-être parce que c'est quelque chose qui m'est venu en conscience personnellement récemment, c'est qu'il y a des gens qui ont vraiment le besoin dans leur quotidien, dans leur chemin de vie, de comprendre les choses, de pouvoir mettre, comment dire, une sorte de conscience sur le fonctionnement des choses. Et certains vont plutôt avoir besoin d'une compréhension dite mécanique, comment un objet fonctionne, quels engrenages sont nécessaires pour faire fonctionner l'outil, etc. Et ben moi j'ai envie de dire que dans mon parcours de vie et dans ma vibration personnelle, il y a vraiment ce besoin de comprendre l'être humain, de comprendre ses mécanismes, de comprendre comment on part d'un point A et comment on va jusqu'au point Z, quels sont les schémas récurrents qu'on peut trouver, qu'on peut observer, euh, quels sont les effets de cause à conséquence aussi. Souvent dans la psychologie, s'il y a quelque chose que j'ai bien compris quand je l'ai expérimenté sur moi, mais finalement que je l'ai aussi expérimenté sur les autres à l'extérieur, parce que je me suis toujours servi des acquis et de la connaissance acquise au cours de mon parcours pour pouvoir quelque part la réutiliser vers l'extérieur. Et donc avec la psychologie, j'avais comme une notice de lecture de l'être humain qui m'entoure, et ça me permettait du coup de pouvoir faire des rapprochements, et puis aussi un peu comme tester ou vérifier la théorie qui dit que lorsque l'on a vécu telle ou telle chose, souvent on va retrouver tel type ou tel type de comportement. Et c'est vrai que j'ai beaucoup observé l'humain autour de moi et j'ai beaucoup testé ces connaissances pour vraiment les rendre solides, parce que j'avais besoin de pouvoir m'appuyer sur ces choses-là pour me comprendre moi, mais aussi pour comprendre les gens avec qui j'évoluais, le monde dans lequel j'évoluais. Et c'était pour moi un moyen de me sentir plus en sécurité peut-être, et aussi de pouvoir simplement me prémunir de mauvaises rencontres ou de personnes qui seraient mal intentionnées. Alors évidemment, ça ne s'est pas révélé chez moi comme ça par hasard. D'ailleurs, je pense que pour toutes les personnes qui se reconnaîtront là-dedans, souvent il y a des traumas à l'origine, des traumas qui nous ont finalement ouvert les yeux peut-être un peu tôt sur la dangerosité du monde dans lequel on vit, de la notion de prédateur, de personnes qui pourraient nous vouloir du mal ou qui pourraient mal nous traiter ou qui pourraient être néfastes. Et donc, de manière générale, lorsque l'on a subi des agressions, qu'elles soient verbales, physiques ou psychologiques, on va du coup chercher à se protéger de ça, et donc apprendre à connaître les gens qui nous entourent, les gens autour desquels on évolue,
et savoir détecter s'ils sont finalement bienveillants ou pas, c'est un de ces moyens, c'est un de ces mécanismes assez efficaces que l'on peut du coup développer et qui va du coup aussi développer une certaine sensibilité, une certaine capacité de sentir l'autre avec une extrême vigilance en fait à ce qui nous entoure et ce qui se passe autour de nous, comme s'il y avait un sens supplémentaire qui naissait suite au traumatisme et qui nous permettait du coup de mieux appréhender le monde autour de nous pour mieux s'en protéger. En tous les cas, c'est l'analyse que moi j'en fais et que d'autres personnes qui ont eu ces réflexions autour de moi en font aussi. Pour autant, ça en fait pas une vérité générale, mais si ça peut résonner pour vous, peut-être que ça peut aussi expliquer certaines choses. Pourquoi je précise ça? Parce qu'en fait, je me dis, voilà, moi j'ai ce mode de fonctionnement, je sais que d'autres l'ont aussi. J'ai eu besoin de comprendre, j'ai eu besoin de décortiquer, j'ai eu besoin de presque de catégoriser en fait les fonctionnements humains pour me créer un espace de sécurité et aussi par curiosité, parce que je suis vraiment avide de connaissances. J'ai toujours été intéressée par plein de choses. J'ai rarement eu envie de me cantonner à une seule et même matière ou une seule et même manière de faire. J'ai quand même toujours, enfin ma curiosité m'a toujours amené à aller découvrir des choses à l'extérieur et à interroger les gens et à observer. Je pense que le fait d'avoir pu voyager depuis toute jeune, notamment, a permis ça dans ma personnalité, mais je pense que c'était quand même quelque chose qui était assez présent dès l'origine, puisque je me souviens d'avoir toujours été curieuse depuis toute petite. Et du coup, c'est cette curiosité-là et donc ce besoin de compréhension qui m'ont amené à décortiquer en fait le fonctionnement humain, qui m'ont amené à donc chercher des explications et des théories sur comment tout ça fonctionne, comment le monde fonctionne. Et donc, il y a eu forcément du coup ce cheminement derrière d'aller chercher des moyens de défaire ce qui, selon moi, était la conséquence d'une expérience, on va dire, dite négative, pour utiliser ce mot, même si en réalité aucune des expériences que j'ai eues n'est véritablement négative, puisqu'elle a apporté son lot de positif avec, toujours. Mais en tous les cas, voilà, des expériences, on va dire, désagréables ou souffrantes, qui ont généré du coup des réactions, des comportements, qui ont implanté quelque part dans mon cerveau des croyances, des schémas de fonctionnement, presque des automatismes de réaction. Et tout ça, je l'ai bien évidemment compris par l'intellect. Et puis, j'ai aussi du coup cheminé pour trouver le moyen, quelque part, de déprogrammer ce qui avait été programmé, mais par une expérience que selon moi, je n'aurais peut-être pas eu dans une autre vie ou dans un autre contexte, et qui du coup n'aurait pas fait de moi non plus ce que j'étais. Et j'ai toujours eu quand même cette croyance, ou en tout cas cette sensation, que les choses qui étaient abîmées chez moi, ou les choses qui étaient souffrantes chez moi, étaient en fait des choses à soit guérir, soit changer, soit modifier, soit déconstruire pour reconstruire différemment. Il y a quand même toujours ce présupposé-là à la base. C'est-à-dire qu'il y avait comme une conviction qu'on pouvait devenir une meilleure version de soi-même, qu'on n'était pas condamné à vivre des choses qui en plus étaient désagréables et qui partaient de mes réflexions, mes réactions, etc. Et donc j'ai toujours cru ça, et j'ai toujours du coup cherché à quelque part modeler mon esprit et mes émotions et à aller comprendre en fait le mécanisme derrière et voir d'où ça venait pour quelque part le transformer. Ça a toujours été ça la démarche. Alors aujourd'hui je l'explique comme ça avec ces mots-là parce que j'ai cheminé. Évidemment je suis pas sûre qu'à l'époque j'aurais pu l'expliquer comme ça. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'en suis revenue aussi, et notamment grâce à une séance que j'ai fait récemment en numérologie, dont je vous parlerai dans un prochain épisode, qui m'a vraiment permis de comprendre qu'en fait, beaucoup des choses que j'ai essayé de modifier chez moi sont en fait des choses qui sont vraiment en lien avec ma personnalité, avec ma vibration personnelle. Et en fait, c'est pas des choses à défaire ou à reconstruire différemment, ce sont juste des choses à bien appréhender pour pouvoir en tirer le meilleur. Et donc du coup, d'avoir atteint ce niveau de compréhension aujourd'hui, je vous assure que ça permet aussi d'alléger un petit peu les choses, parce que comme ça fait 20 ans qu'on travaille à essayer d'être une meilleure version de soi-même et qu'on se rend compte qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à changer, on finit par dire que vraiment soit on est vraiment très très nul, soit qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas bien en fait dans cette démarche. Et en réalité, bah oui, évidemment, on peut pas changer qui on est profondément, et en plus, ce que l'on est profondément, bah ça a une raison d'être. Et le tout, c'est d'arriver à le comprendre et à comprendre comment apprivoiser ces choses-là pour en tirer le meilleur. Donc ça m'a vraiment aidé à voir les choses un peu sous un autre angle.
Mais c'est tout récent. Ça veut dire que jusqu'à il y a encore quelques mois, j'étais vraiment encore dans cette dynamique de me dire, mais quand il y a ça qui se manifeste chez moi, quand je tombe dans ce schéma-là, ou quand je réagis émotionnellement fortement à une situation ou à un type de situation, etc., et que je sais que ça fait référence à des blessures antérieures, bah, je suis toujours dans j'étais en tout cas toujours dans la recherche de solutions. Alors il y a évidemment tout un tas de techniques que je m'étais appropriées et que j'essaye au quotidien de pratiquer pour, pareil, j'entrerai un peu plus dans les détails, mais que j'essaye d'appliquer pour alléger, pour modifier, pour apaiser en fait ces souffrances. Et puis il y a aussi, donc souvent, il y a souvent eu quand même un mouvement vers l'extérieur, d'aller chercher auprès de thérapeutes et de praticiens une technique qui allait me permettre d'aller enfin quelque part déprogrammer ce truc qui fait que je réagis toujours de la même manière ou que je fonctionne toujours de la même manière et qui finalement me rend malheureuse parce que les conséquences sont pas heureuses quoi du coup. Hein. Et donc voilà, donc ça c'est quelque chose qui est quand même très personnel dans le sens où je suis convaincue aujourd'hui que tout le monde n'a pas ce mode de fonctionnement. D'ailleurs, beaucoup de gens pourront juger cette manière de fonctionner en disant que c'est se prendre trop la tête, c'est chercher trop de complications, c'est se poser beaucoup trop de questions, etc., etc. Et alors c'est quelque chose qu'on m'a souvent dit et j'avoue que ça m'a souvent blessée. Je savais pas trop pourquoi d'ailleurs, mais ça me blessait souvent profondément parce qu'en fait j'avais l'impression que la personne n'était pas du tout en capacité de comprendre que en fait ce fonctionnement-là c'était le mien et que en fait j'y pouvais pas grand chose, je pouvais pas le modifier ça et que finalement qu'on me dise que c'était pas que je devrais faire autrement et moi me rendre compte que j'y arrivais pas, c'était vraiment c'était vraiment très difficile à entendre. Et encore une fois il a fallu vraiment du temps avant que je comprenne que on a chacun notre mode de fonctionnement, qu'on n'est pas tous identiques par rapport à ça, par rapport à la psychologie, par rapport à l'analyse, par rapport aux questions qu'on peut se poser sur soi et sur la vie. Et il m'a aussi fallu beaucoup de maturité pour pouvoir dire aux gens mais en fait c'est pas parce que toi tu fonctionnes pas comme ça que tu peux te permettre de juger le fait que moi je fonctionne comme ça déjà, parce qu'en fait c'est pas parce que ton mode de fonctionnement est différent du mien qu'il est mieux ou moins bien. Simplement entendre que quelqu'un fonctionne différemment, c'est simplement avoir l'intelligence de dire ok, je ne comprends pas peut-être ton fonctionnement, je n'arrive pas à raisonner comme toi, mais à la fois je peux au moins écouter et être compatissant en fait, parce que bien souvent c'est que de ça qu'on a besoin dans la communication, hein, c'est d'être écouté et entendu et reconnu dans nos propres besoins. Mais si on va même un peu plus loin que ça, et encore une fois c'est cette séance sur la numérologie qui m'a permis de le comprendre, c'est que on a tous des besoins fondamentaux, on est les seules personnes à pouvoir y répondre, et la difficulté peut-être que l'on rencontre souvent, c'est que ces besoins, on les connaît pas forcément, ou alors on les découvre avec le temps, et donc c'est assez fastidieux de mettre en place des choses dans sa vie pour répondre à des besoins qu'on ne connaît pas. Et pour autant, ça devrait être la base en fait de ce qu'on apprend. On devrait apprendre à se connaître dès le plus jeune âge, on devrait apprendre à reconnaître qui l'on est et notre vibration dès le plus jeune âge pour justement en fait accompagner l'être que nous sommes en fait à pouvoir exister dans sa propre vibration, dans sa propre vérité et dans le respect aussi des autres, parce que quand on a identifié qu'on avait des besoins bien spécifiques et qu'on comprend que l'autre en face a aussi des besoins bien spécifiques et que ces besoins ne seront jamais les mêmes que les miens, du coup je suis plus tolérant, je suis plus dans le respect de l'autre et du coup je juge beaucoup moins l'autre et du coup par contre je vais essayer de comprendre, je vais essayer de faire des ponts si j'ai envie de pouvoir permettre cette communication et cette écoute mutuelle. Mais surtout, ça va aussi renforcer le fait que j'ai le droit d'être qui je suis comme je fonctionne. Et ça, de manière individuelle. C'est-à-dire que du coup, on va plus juger la différence, mais on va comprendre la différence. On va même la regarder comme étant un autre joyau. On va pouvoir accompagner ses enfants, ses amis, avec des choses positives, avec des phrases positives, avec des encouragements positifs. Parce que l'on va reconnaître que là peut-être que la personne elle est en train d'exprimer un besoin et que ce besoin elle a vraiment besoin d'aller le nourrir et donc on va pas lui dire non tu devrais pas fonctionner comme ça ou c'est pas normal que tu réagisses comme ça ou moi je pense que parce qu'en fait on est le seul matelot sur notre barque en fait. On peut décider de regarder notre propre expérience et éventuellement de la juger si on a besoin de passer par là, mais en aucun cas on peut dire à Pierre, Paul ou Jacques tu dois faire comme ci ou tu devrais être comme ça, parce qu'en fait il n'y a pas deux individus qui sont identiques et il n'y a pas deux personnes qui ont les mêmes besoins. Donc ça pour moi c'est fondamental de le comprendre et de le poser ici pour la suite des choses, parce que même si c'est une compréhension récente, elle résonne vraiment très fortement pour moi et elle a changé beaucoup de choses en peu de temps dans ma manière d'appréhender l'existence et les gens en général. Et même si elle est venue tardivement dans mon parcours, finalement ça me permet aussi de faire la boucle sur plein d'autres sujets. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc dans ce nouvel épisode, j'avais envie de vous parler de la suite du parcours. Donc on a vu que j'avais d'abord commencé par la psychologie, puis l'hypnothérapie ou l'hypnose thérapeutique, puis des pratiques corporelles du type ostéopathie, chiropraxie, dont j'ai peu parlé mais qui font vraiment partie de la prise de conscience que le corps engramme des informations qui ont un lien avec les émotions et qui m'a donné envie en fait d'aller creuser un peu plus du côté du corps jusqu'à ce que j'entende parler de kinésiologie
et donc de continuer encore et encore à aller expérimenter de ce côté-là. Et donc, comme j'étais suivie par des ostéopathes depuis longtemps, parce que depuis toute jeune, comme j'ai grandi vite, j'ai une petite scoliose et puis j'avais donc des fragilités au niveau lombaire. Donc j'avais l'habitude d'être manipulée assez régulièrement et j'ai rencontré dans une période de ma vie qui était un peu difficile puisque c'était un peu le début de la fin de mon couple, j'ai rencontré un ostéopathe à Lyon dont j'ai peut-être déjà parlé dans l'épisode d'introduction rapidement, donc il s'appelle Monsieur Doja, qui se reconnaîtra, et d'ailleurs très bientôt j'aurai la chance de pouvoir l'interviewer sur sa pratique et les accompagnements qu'il propose. Et donc en fait c'est mon ancienne belle-sœur à l'époque qui me l'avait recommandé en me disant écoute, on a un ostéopathe à côté de chez nous qui est vraiment sympa, il nous a beaucoup aidé, moi les filles, donc ces filles faisaient de l'eczéma à l'époque, enfin une de ces filles faisait de l'eczéma, et elle m'a dit je l'ai emmené sur les conseils d'une collègue, et écoute je sais pas trop ce qu'il fait mais ça a été super efficace, etc. Tu devrais peut-être aller le voir, peut-être que pour ce que tu vis toi en ce moment là du point de vue émotionnel ça pourrait t'accompagner. Et donc moi j'étais plutôt sceptique à tout ce qui n'était pas on va dire vérifiable d'un point de vue de la matière, mais assez curieuse quand même pour aller le rencontrer. Et donc il était à Lyon, hein, donc c'était de la logistique pour pouvoir avoir un rendez-vous. Mais je suis allée le rencontrer et alors en effet, on a d'abord fait une séance d'ostéopathie hein, pendant laquelle il a d'abord traité le corps hein, et la mécanique du corps, et puis très rapidement il a senti en fait que dans le fonctionnement de mon corps quelque chose dysfonctionnait. Donc pour la petite histoire, à l'époque j'étais en obésité morbide, ça faisait déjà une bonne dizaine d'années que j'étais bloquée à donc un poids de croisière, hein, comme on dit, et que rien de ce que je faisais ne changeait quoi que ce soit à cette réalité, qui était d'ailleurs très souffrante hein, pour moi depuis des années. Et d'ailleurs, quand je suis allée le voir, absolument pas l'intention de m'attaquer à ce sujet-là, puisque à maintes reprises déjà j'avais essayé avec différentes techniques, puisque au dehors de la psychothérapie et du travail sur le psychique, j'ai aussi fait beaucoup de choses pour mon corps, et donc en réalité j'ai vraiment pas arrêté de chercher à débloquer tout ce qui pouvait être problématique, tant d'un point de vue psychologique que corporel. Et ce monsieur m'a dit, moi je peux pas aller voir plus loin que ça parce que le corps ne m'autorise pas. Il me dit, moi voyez, c'est un peu comme si je lisais dans un livre dans lequel il y aurait une partie de l'histoire qui serait écrite et une partie de l'histoire qui serait un peu cachée. Il dit, bah moi j'ai un peu accès à ces parties cachées, mais je peux y avoir accès que si le corps est d'accord. Il me dit, vous, votre corps, aujourd'hui, il veut pas ça, parce qu'il y a des choses qui dysfonctionnent. Et donc il m'a parlé de mon foie, qui à l'époque, du coup, était vraiment très gros donc j'avais une trentaine d'années, et il me disait voilà, vous n'avez pas du tout le foie d'une femme de 30 ans, et il me dit, et ça c'est le signe qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne dans votre corps. Il me dit, il n'y a rien qui circule correctement, et puis bon, il m'a pas posé une série de questions qui les unes derrière les autres pointaient du doigt en fait tous les symptômes que je pouvais avoir, et donc lui il a un petit peu regroupé tous ces symptômes en me disant pour moi voilà, il y a quelque chose que je pense reconnaître de ce que vous vivez, et il me dit, je peux éventuellement vous accompagner, vous aider si vous me faites confiance. Et j'ai pas hésité une seconde parce que c'était, je crois, la première personne sur les 15 années précédentes qui avait peut-être finalement essayé de comprendre mon mal-être au-delà juste d'une critique physique, de me dire qu'en gros si ça allait pas c'est parce que j'étais trop grosse quoi. Et en fait ça m'a touchée qu'il ait ce regard-là, cette bienveillance-là, et puis aussi finalement qu'il nomme des choses bien précises qui m'ont fait comprendre que peut-être en fait il y avait un vrai problème quelque part et que grâce à lui on allait peut-être pouvoir aller toucher ce problème du doigt. Et donc bon ça a été du coup des semaines difficile pour moi parce qu'il a fallu que je change beaucoup de choses dans mon alimentation, puisque donc on a découvert des intolérances alimentaires, notamment au gluten et aux produits laitiers. Alors évidemment aujourd'hui ça paraît peut-être un peu banal, mais je vous assure qu'il y a presque 10 ans on n'en parlait pas tant que ça, c'était vraiment le tout début. En France il n'y avait pas beaucoup non plus de magasins où on trouvait des produits bio et sans gluten facilement, donc ça a été un gros challenge en fait, parce qu'il a vraiment fallu que je lui fasse confiance, ce qui était d'autant plus difficile parce que j'avais déjà fait plein de choses pour mon poids, plein de changements au niveau alimentaire, j'avais testé plein de régimes et plein de trucs, lu des bouquins etc. pour essayer de trouver des solutions, et je m'étais beaucoup épuisée en fait, parce qu'à chaque fois évidemment c'était des échecs cuisants, ou alors je perdais du poids mais je reprenais plus après. Et donc c'était difficile de me relancer dans cette dynamique, sachant que j'avais aucune certitude de ce qui allait se passer. Sauf que finalement ce qui m'a sauvée dans cette approche, c'est que j'ai pas écouté ce qu'il m'a dit juste pour perdre du poids. Donc moi j'étais dans une dynamique de me dire je vais faire ce qu'il faut pour que mon corps lui permette d'aller voir plus loin quoi, et d'avoir plus d'infos. Et donc du coup je pense que ça a du coup détourné un petit peu l'objectif, ce qui m'a permis de pouvoir
me motiver à le suivre et à suivre ses conseils et à appliquer finalement ses méthodes. Donc il travaillait avec une naturopathe à l'époque et donc j'ai fait beaucoup de nettoyage du foie, du côlon. On a réimperméabilisé le côlon, on a réensemencé le côlon. Enfin voilà, j'avais vraiment beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là. Et une fois que tout ça a commencé à se remettre en route, et pareil, ça je vous parlerai peut-être un peu plus spécifiquement des changements qui ont vraiment eu lieu pour moi à ce niveau-là. Du coup on a pu commencer à aller travailler à un autre niveau et c'est là finalement que j'ai eu mon premier soin énergétique. Alors c'est vrai que à l'époque je connaissais pas, je savais pas ce que c'était, j'avais d'ailleurs très peur de tout ce qui était en lien avec la médiumnité, la cartomancie, le fait que des gens puissent parler à des défunts et tout ça. Et alors pour moi l'énergétique c'était un peu c'est le magnétisme, hein, parce qu'à l'époque on disait plutôt magnétisme, c'était un petit peu lié à tout ça et moi dans mon éducation religieuse tout ça c'était plutôt des rétro-satanas quoi. Donc en fait encore une fois son approche a été je pense très intelligente parce que je me suis pas particulièrement méfiée, je me suis sentie vraiment en confiance et puis je lui ai laissé carte blanche en fait en disant de toute façon je suis à un moment de ma vie où je vais tellement mal et je sais tellement plus par où prendre le problème que j'ai besoin d'être guidée en fait et j'ai besoin de trouver des réponses. Et donc on a commencé à travailler énergétiquement sur certaines choses et donc il y a des choses qui sont remontées par rapport à mon histoire de vie, des blocages, des trucs en lien avec ma maman notamment et qui du coup était en dépression quand elle est tombée enceinte de moi et donc tout ça avait eu une grosse incidence aussi sur mon énergie globale et vitale. Donc en fait je me traînais un peu comme une sorte de déprime latente en fait depuis toujours, hein, sans jamais vraiment savoir d'où ça venait et pourquoi c'était là. Et donc il y a eu ce premier grand soin qui a été très très intéressant et puis il y en a eu d'autres derrière et en fait ça a ouvert la porte à l'énergétique pour moi puisque derrière ça comme il était à Lyon c'était quand même difficile d'avoir un suivi rapproché, donc j'ai rencontré une énergéticienne qui m'a été conseillée par une de mes collègues qui travaillait en soins esséniens, donc avec une méthode qui avait des références que je connaissais un petit peu, qui était un peu en lien avec l'éducation protestante, parce qu'elle me parlait des anges, etc., de l'énergie christique, tout ça, donc en fait pareil, ça me rassurait. Et donc après cette rencontre avec Hélène Deas, que je salue aussi au passage si un jour elle écoute ce podcast, qui m'a suivi pendant bien 2 années assez régulièrement, et puis ensuite on a espacé les séances. Là j'ai vraiment commencé à voir que on pouvait travailler à la fois dans le corporel et dans l'intellectuel en même temps, et qu'il y avait un petit peu comme une troisième zone où on pouvait travailler, qui était donc du coup cette espèce d'énergie qui nous entoure, cette aura qui nous entoure et qui a ses propres informations, son propre fonctionnement et qui peut être source donc d'informations de notre vie actuelle mais de notre vie passée, de nos vies passées aussi, de choses dont on a conscience mais de choses dont on n'a pas conscience, et puis qui peut être aussi réparée, qui peut être qui peut porter des informations qu'on peut libérer, qu'on peut nettoyer avec notre lignée, etc. Et en fait je trouvais ça un peu magique et ça me fascinait, mais c'est surtout que je voyais le bénéfice en fait dans mon corps et dans mon état global. Je sentais que j'avançais vers quelque chose qui m'allégeait en fait. Et donc du coup je me suis jamais vraiment arrêtée à partir de ce moment-là de côtoyer le monde énergétique. Ça m'interpellait tellement que je me suis dit mais en fait j'ai envie d'aller apprendre des techniques qui pourraient me permettre moi aussi d'accompagner les autres à terme, parce que je trouve ça fabuleux et que à mon avis on va bien plus loin avec ces accompagnements-là que les accompagnements uniquement intellectuels comme on pouvait l'avoir dans la psychologie quoi. Et donc j'ai en 2016 décidé d'arrêter mon activité professionnelle dans laquelle finalement je m'épanouissais plus et puis j'étais en pleine séparation, etc. Donc j'avais besoin de prendre du temps pour me retrouver, savoir un peu où j'en étais. C'est le moment où je suis tombée enceinte aussi de mon deuxième, donc que j'ai élevé toute seule, et suite à ma séparation. Et en fait à ce moment-là, j'ai décidé que je devais trouver un métier qui aurait plus de sens. C'était vraiment ça qui vibrait à l'intérieur de moi, j'avais envie de faire quelque chose qui aurait du sens. Et d'ailleurs, je suis très en résonance aujourd'hui avec cette période-là, puisque de nouveau, je ressens cette urgence en fait de continuer dans ce sens-là, parce que évidemment depuis, j'ai fait des choses bien différentes, mais peut-être que ça n'a pas encore assez de place dans ma vie. Et d'ailleurs, la création de ces podcasts et tout ça, de cette chaîne, sont vraiment dans cette dynamique-là de continuer à faire des choses qui ont du sens. Et donc, quand j'ai décidé à ce moment-là de me poser la question de qu'est-ce que je pourrais faire, j'avais très envie d'aller apprendre une technique de soins énergétiques, et donc je me suis renseignée sur différentes formations qui étaient proposées. La difficulté étant que c'était pas du tout pris en charge par le Pôle emploi, parce que pas du tout reconnu, hein, donc il fallait que je m'autofinance, c'était pas évident, j'étais au chômage, j'avais mes 2 enfants à charge, etc. Donc je savais pas trop comment tout ça allait pouvoir voir le jour, et puis en même temps je sentais qu'il fallait que je le fasse, ça me lâchait pas.
Donc j'ai fini par m'autofinancer et contre toute attente, je me suis inscrite à une formation de massage, un massage bien-être, dans laquelle il y avait une dynamique énergétique. Et donc ça a été vraiment un autre chemin vers le corporel, puisque finalement j'ai glissé des soins énergétiques que je pouvais recevoir à une technique corporelle qui est donc le massage, dans lequel on allait du coup s'occuper du corps physique, hein, ce qui a été du coup pour moi à cette période-là en plus particulier, puisque suite à mon changement alimentaire et le suivi que j'avais fait avec Monsieur Doja, j'avais quand même perdu pas loin de 35 kilos en moins de 6 mois. Donc autant vous dire que mon image corporelle dans le miroir était très différente de l'image que j'avais de moi encore, et j'ai vraiment mis un long moment, presque 2 ans, avant de m'habituer à ce nouveau corps physique. D'autant qu'entre temps j'avais eu cette deuxième grossesse dans laquelle j'avais pris 25 kilos, puis reperdu du poids, etc. Donc ça a été assez difficile en fait de me réapproprier mon corps, et le massage m'a vraiment aidé à ça, comme à recorporer, à redéfinir les contours de mon corps, accepter aussi mon corps plus, parce que j'ai évidemment beaucoup rejeté mon corps toutes ces années d'obésité, et j'étais tellement mal dans mon corps et que je voulais plus je voulais pas l'habiter, je voulais pas en prendre soin, voilà, c'était vraiment pas évident. Et en fait, au travers de cette formation, pendant laquelle du coup on masse les autres, mais on se fait masser aussi plusieurs fois par jour, hein, donc sur plusieurs journées d'affilée et sur plusieurs mois d'affilée, j'ai fait la paix avec mon corps, avec ma nudité, avec mes ressentis aussi corporels, et puis j'ai commencé aussi à faire le lien entre l'énergétique et le corps, et ça a vraiment été la découverte d'un autre paradigme. Et puis comme en parallèle, l'idée c'était de pouvoir peut-être m'installer à mon compte et vivre de cette activité, j'ai commencé à faire des salons, rentrer en contact avec des gens qui étaient du milieu du bien-être, faire des ateliers autour des fleurs de bac, puisque je travaillais déjà avec les fleurs de bac depuis un petit moment, puis je les ai vraiment réapprivoisées pendant toute ma formation massage. Donc j'ai fait des interventions à différents endroits pour parler des fleurs, pour les conseiller, pour les faire découvrir surtout, et puis pour les incorporer aussi à ma pratique de massage. Et, bon, finalement, au bout d'un an, je me suis rendu compte que pour pouvoir en vivre, ça serait quand même assez compliqué, et qu'il allait falloir que peut-être encore pendant un temps, je combine un métier alimentaire à cette activité d'auto-entrepreneuriat. Donc ça n'a pas été forcément évident comme choix, parce que c'était un peu contre mon souhait profond, mais bon voilà, je me suis fait une raison que c'était comme ça encore pendant un temps. Et puis donc du coup j'ai continué à pratiquer mes heures perdues, hein, donc les week-ends où j'ai pas mes enfants, les vacances scolaires où j'ai pas mes enfants, voilà, tous les temps libres que je pouvais avoir, je les dédiais vraiment à ça. Avec la difficulté que ça représente aussi pour pouvoir créer une clientèle régulière, hein, parce que quand on n'a que 2 week-ends par mois où on peut potentiellement travailler, c'est pas forcément évident pour toute la gestion en fait, hein. Mais au-delà de ça, j'avais quand même aussi besoin de me reposer, hein, parce que quand on bosse à plein temps et puis qu'on bosse le week-end aussi, à un moment donné, avec des enfants en bas âge, ça restait quand même assez difficile. Donc j'ai dû trouver des fonctionnements différents, finalement ne travailler qu'un jour sur 2 les week-ends, j'ai pas mes enfants. Puis bon, il y a eu des moments de pause aussi que j'ai pas forcément choisi, mais qui ont été imposés par mon corps, parce que je me suis cassé le pied en fin 2019. Il y a eu toute la période Covid aussi, etc. Donc en fait, ça a été quand même pas mal en dents de scie, mais j'ai quand même pu pratiquer assez régulièrement. J'ai pu développer en fait moi aussi mes ressentis et ma technique de toucher, parce qu'on apprend vraiment dans la formation massage que j'ai eu la chance de faire à l'école Cassiopée, que d'ailleurs je citerai dans cette vidéo dans la description, parce que c'est vraiment une très très bonne école et avec de très bons accompagnants. J'ai vraiment eu la chance d'être bien accompagnée et de pouvoir faire le lien en fait entre le toucher corporel et la partie énergétique, parce que en fait finalement quand on touche l'autre, hein, on rentre un peu finalement dans sa bulle, dans sa sphère, dans ses corps, et donc il y a de l'échange qui se passe, et tout ça ça va bien au-delà de simplement un bon massage dans lequel on va faire les bons mouvements. Et donc et en plus moi c'était vraiment cette partie sensorielle que j'avais envie de développer, donc j'ai vraiment pu le faire au travers de la formation, de la pratique derrière, et puis au fur et à mesure en fait de la rencontre de mes clients et de mes clientes. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup apporté aussi à titre individuel en termes de compréhension. Et puis c'est là aussi où j'ai pu mettre en œuvre un petit peu déjà tout ce que j'avais compris, expérimenté à titre personnel, pour pouvoir aussi accompagner les gens qui venaient me voir. Et ça a été très formateur et riche en partage. Et c'est vraiment quelque chose qui
ouais, il y a quand même eu un gros tournant pour moi en fait à partir de ce moment-là, dans la manière dont j'ai continué à travailler sur moi évidemment, parce que bah voilà, hein, dans ma vie au quotidien, il y avait des challenges, que ce soit à élever mes enfants seuls ou dans les relations amoureuses que j'ai pu avoir après mon mariage, etc. Donc il y avait toujours des thématiques évidemment personnelles à aller travailler, qui étaient complètement décorrélées d'ailleurs des suivis que je pouvais faire, et qui parfois étaient complètement en résonance aussi, c'est arrivé quelques fois. Mais en tous les cas, tout ce que j'ai expérimenté à titre personnel me servait dans mes soins, et tout ce que je pouvais être amenée à dire en fait lors de mes soins à mes patients, dans l'accompagnement, ça me permettait aussi de comprendre un peu mieux comment je pouvais mettre à profit tout ce que j'avais appris, tout ce que j'avais engrangé comme connaissances, mais pas uniquement intellectuelles parce que je les avais expérimentées dans mon corps, pour pouvoir les retransmettre. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qui m'anime, c'est que je suis pas juste dans le fait de dire, bah voilà, entre guillemets, bah, si la personne vient chercher un massage, alors un massage et point. Je suis pas en capacité de pouvoir faire ce type d'accompagnement parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, l'accompagnement, c'est quelque chose qui prend la personne dans son entièreté. Un soin, c'est forcément un soin holistique pour moi aujourd'hui. C'est quelque chose qui permet de prendre en compte tout ce qu'est la personne, avec toute son histoire, et pour pouvoir bah, apporter ce type d'accompagnement de qualité, il faut aussi prendre le temps en fait de connaître les personnes, de peut-être parfois revenir sur leur histoire de vie, et d'aller un peu dégrossir en fait certaines choses pour trouver des angles d'approche, et enfin pouvoir, soit par les fleurs de bac, soit par la lithothérapie, soit par l'accompagnement psycho-émotionnel, soit par le déblocage émotionnel dans le corps, enfin voilà, avec les différentes techniques que j'ai pu apprendre, et que aujourd'hui je connais en fait, hein, que je connais pas uniquement d'un point de vue théorique, pouvoir voilà, proposer cet accompagnement global, et qui va avoir du sens en fait pour la personne, et qui va aussi lui donner des billes pour pouvoir continuer son chemin de compréhension, d'analyse. Et puis moi j'ai aussi cette conviction aujourd'hui que un seul thérapeute n'est pas suffisant à l'évolution sur le chemin de vie d'une personne. Parfois on a besoin d'essayer différentes techniques pour trouver celle qui nous correspond. Parfois on a besoin de travailler une technique puis ensuite d'enchaîner avec une autre parce qu'on va pas travailler sur les mêmes données ou pas de la même profondeur, et puis parce qu'on est peut-être pas forcément prêt à aller en profondeur à tel niveau, donc on va d'abord aller plutôt en surface, etc. Et en fait moi l'idée aussi de proposer à des thérapeutes de témoigner de leur pratique sur cette chaîne, dans les vidéos à venir, ou que vous avez peut-être déjà vu, je sais, ça tout dépendra à quel moment sort ce podcast, bah, c'est aussi bah, voilà, de dire on travaille en interconnexion les uns avec les autres, et on peut chacun apporter notre pierre à l'édifice pour que la personne se retrouve en fait, et trouve les bonnes, les bonnes techniques pour elle-même, et les bons accompagnements. Et ça en fait, il y a qu'en essayant déjà qu'on peut vraiment se rendre compte, hein, et puis en persévérant un petit peu aussi, parce que des fois il faut être un peu persévérant pour commencer à voir les fruits d'une thérapie. Donc voilà, je pense que c'est important de pouvoir comprendre que, en tous les cas, le chemin qu'on parcourt de soi avec soi-même, il est forcément jalonné de rencontres, d'expériences, de moments de pause aussi, et qu'en fait, quelle que soit la manière dont vous allez appréhender les choses, que ce soit quelqu'un qui va justement faire comme moi, tester plein de choses, ou quelqu'un qui va plutôt avoir tendance à avoir besoin de travailler beaucoup en intellectuel de son côté, puis ensuite d'aller dégrossir vraiment que les choses sur lesquelles il n'arrive pas à débloquer, ou que ce soit quelqu'un qui finalement va plutôt se nourrir au travers des livres, etc. Enfin, il y a des milliers de manières de fonctionner, et il n'y en a pas une qui est mieux qu'une autre. Ça c'est vraiment personnel en fait, et du coup il n'y a pas de jugement par rapport à ça à avoir. Mais par contre c'est important de savoir que bah oui, il existe différents types de techniques, et que finalement le soin énergétique, même si aujourd'hui ça commence à être démocratisé, à être connu, mais c'est encore, je pense, regarder un peu du coin de l'œil. C'est comprendre qu'on va travailler sur des données plus subtiles, que ça fait beaucoup appel aussi à l'intuitif. C'est aussi très connecté avec des dimensions un peu supérieures, où finalement on n'utilise pas uniquement le mental et la matière, mais où on va aussi chercher des informations dans un espace plus éthéré. Donc voilà, évidemment ce sont des choses qui peuvent ne pas du tout parler, ou faire peur, ou laisser penser que peut-être tout ça c'est du charlatanisme, hein, on l'entend encore évidemment. Donc ça, bah, chacun devra se faire sa propre idée, évidemment. Ce qui est certain, c'est que pour tous les praticiens que j'ai, en tout cas moi, rencontrés sur mon chemin, j'ai toujours eu affaire à des gens bienveillants, qui avaient à cœur de proposer de l'accompagnement
pour aider les gens à se sentir mieux sur leur chemin, comme eux, on les avait aidés à mieux se sentir sur le leur. Et moi, c'est ce chemin-là, effectivement, que j'ai suivi aussi, et qui donne son sens aussi à ce que je propose aujourd'hui dans mes pratiques. Parce qu'en fait, finalement, on recherche tous la même chose, quoi. Qu'on soit plus ou moins conscient du pourquoi, du comment, on a tous envie de mener des vies dans lesquelles on se sent serein, dans lesquelles on s'accepte comme on accepte les autres comme ils sont, on est en paix avec les gens qui nous entourent, et on a envie de plus de sérénité, et puis peut-être plus de sens aussi, et pour arriver à ça, c'est sûr que la connaissance de soi, c'est vraiment un des piliers fondamentaux de l'avancement vers l'extérieur. Enfin, je pense pas qu'on puisse construire une vie qui ait du sens si on sait pas qui on est d'abord, et qu'on ne connaît pas ses essences profondes, qu'on ne connaît pas ses piliers, qu'on ne sait pas quelle est sa vibration personnelle, quelles sont les choses qui sont des besoins fondamentaux. Tout ça, c'est la base, en fait, et plus on se connaît, plus on est à l'écoute de ses besoins, et plus on est en capacité, d'y répondre. Et donc, puisqu'on y répond, on se sent bien. Et une fois qu'on se sent bien, on est aussi en capacité de pouvoir produire et créer ce qui a du sens pour nous. Et voilà, et à mon sens, on a tous à y gagner, en fait, à prendre ce chemin. En tout cas, pour tous ceux qui sont dans cette démarche et qui souhaitent donner plus de sens à leur vie, qui savent, qui sentent qu'il y a quelque chose de plus, en fait, que cette vie humaine, terrestre, qui parfois peut paraître sans saveur ou sans sortie de tunnel, avec tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui de difficile dans notre société et à l'échelle planétaire. Si on sent qu'il y a quelque chose d'autre qui peut aussi avoir sa place dans notre quotidien, moi je vous invite simplement à pas perdre la foi, à continuer votre chemin d'éveil, de conscience, à ouvrir vraiment votre esprit à des choses peut-être que vous ne connaissez pas, à tester, à ne pas rester sur de vieilles croyances ou du scepticisme, parce que ces croyances, elles ont vraiment un pouvoir d'enfermement. Elles sont vraiment en lien avec notre éducation, ce que nos parents nous ont transmis, mais aussi ce que la société nous a transmis. Et fort est de constater que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est pas celui de nos parents ou de nos grands-parents. Le monde évolue, le monde change. Ça a toujours été, ce sera toujours le cas. Et si on n'évolue pas avec lui, on se retrouve à un moment donné dans un tel décalage que de toute façon on peut pas s'y retrouver et on peut pas être épanoui dans ce que l'on vit. Et oui, le changement, ça fait peur. Oui, le changement, c'est remettre en question nos acquis et nos croyances. Et donc, du coup, ça nous fait perdre un petit peu de stabilité ou de sécurité. Ça peut nous donner l'impression qu'on va perdre un peu le contrôle de nos vies, ou que tout d'un coup, on va plus avoir nos repères. Et oui, tout ça, c'est pas des choses évidentes à vivre, dans le sens où ça crée de l'inconfort. Mais en réalité, on a vraiment toutes et tous la capacité de pouvoir aller sur ce chemin. On a toutes les ressources nécessaires pour pouvoir mener la vie que l'on a besoin de mener, pour y explorer les choses et pour pouvoir atteindre les compréhensions dont on a besoin individuellement. Et elles sont toutes, elles prennent toutes une forme différente, elles ont toutes un chemin différent. Encore une fois, il n'y a pas de chemin qui se ressemble. Mais je crois que ce que j'ai envie de laisser, en fait, ici, comme message dans ce podcast, mais aussi dans tous ceux d'avant et dans tous ceux qui viendront peut-être après, si un jour mes enfants m'écoutent, c'est de dire, en fait, apprends à te reconnecter à qui tu es, à reconnaître, en fait, tes valeurs, les qualités de ta personnalité, ce qui fait vibrer ton cœur, et laisse pas les autres te dire qui tu dois être. Ne laisse pas les autres avoir plus raison sur des choses qui te concernent. Laisse pas les autres te dire qui tu es et ce que tu devrais faire, parce qu'en faisant ça, on s'éteint, on se perd. Et après, c'est encore plus difficile de remonter la pente, parce qu'il faut non seulement déblayer le chemin avant de retrouver un peu sa vibration originelle, et après, il faut reprendre confiance en soi, etc. Et ce chemin-là, il est difficile et il est souffrant, il est possible, mais clairement, si on peut accompagner aujourd'hui toutes et tous nos enfants, nos jeunes enfants, à se connaître, à s'aimer, à se respecter, et qu'on arrête de vouloir coller des étiquettes sur chacun d'entre eux, mais qu'on les laisse juste être, et qu'on adapte notre accompagnement à qui ils sont, à leur vibration, à leur connaissance, à leur énergie de vie, alors on permettra à ces petits humains-là de pouvoir être bien plus en connexion avec qui ils sont, et du coup à manifester dans leur vie des choses qui sont bien plus en alignement avec eux, plutôt que de reproduire des choses juste par mimétisme, comme des moutons qui n'ont pas de cervelle et qui ne s'en servent certainement pas pour créer la vie, quoi. Et il y a tellement de challenges qui nous attendent, nous les humains, avec, encore une fois, ce qu'on vit à l'échelle planétaire, avec toutes ces choses que l'humain a construit, certes, mais qu'il a aussi abîmé.
On sait pas de quoi sera fait demain, on sait pas comment le monde de demain va vibrer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on a besoin certainement de plus de respect et plus d'amour, plus d'entraide, plus d'écoute et plus de bienveillance. C'est là-dedans, en fait, que résident les joyaux de l'humanité, et certainement pas dans la prise de pouvoir, le contrôle, le matérialisme, etc. Tout ça, c'est franchement, demain, on peut tous mourir et on partira pas au paradis ou en enfer avec notre matériel ou avec tout ce qu'on a amoncelé. Par contre, une âme qui regarde son chemin de vie et qui peut voir la beauté des échanges, des rencontres, l'amour partagé et toutes ces choses qui ont contribué à faire de chaque journée une meilleure journée pour quelqu'un, au moins, si ce n'est soi-même. Ça, à mon sens, ça vaut tout l'or du monde. Et en tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de transmettre aux gens qui voudront bien m'écouter, mais aussi à mes enfants, parce que je suis convaincue aujourd'hui qu'il n'y a pas 36 000 chemins, et que si les choses doivent évoluer vers du mieux, c'est certainement pas avec en répétant les erreurs du passé, quoi. Et alors évidemment, beaucoup pourront dire que c'est utopique de penser que les choses peuvent encore s'améliorer, que l'humain pourra être une meilleure version de lui-même, etc. Moi, je crois pas que ce soit utopique. Je crois que ça s'appelle juste avoir la foi, et que la foi, en fait, c'est croire en quelque chose qui n'est pas encore là, ou qui n'est pas encore palpable, qui n'est pas encore visible, mais qui a toutes les chances de se produire, et à condition que chacun y mène du sien. Et en fait, si on fait des choses à titre individuel pour déjà colporter de l'amour, du respect autour de soi à notre petite échelle, ça démultiplié par un certain nombre, ça ne peut que rayonner quelque chose de plus positif. Et évidemment, ça veut pas dire être parfait, ça veut pas dire qu'on peut pas avoir des moments où on est moins bien, où on va être moins sympa, où on va pas évidemment critiquer quelqu'un qui nous a fait du mal. Ou c'est pas ça, la question c'est pas de devenir une version parfaite de nous-mêmes. D'ailleurs, je crois pas que ce soit possible, et puis on serait sans doute très très chier si c'était le cas. Mais c'est peut-être remettre des valeurs plus essentielles au cœur de nos modes de fonctionnement et de nos modes d'échange. Et pour éventuellement, oui, créer quelque chose de nouveau, parce que c'est clair que tout ce qu'on a essayé jusque-là fonctionne pas très très bien quand même, hein. Si on regarde à l'échelle planétaire, on s'embourbe beaucoup dans tout un tas de fonctionnements qui n'ont plus de sens, et ça, je crois qu'on est vraiment beaucoup maintenant à le reconnaître. Et en tout cas, moi, j'ai envie de contribuer à ce nouveau peut-être monde qui peut s'offrir à nous, en contribuant à la hauteur de ce que je suis en capacité de pouvoir faire, en accord avec qui je suis et mon cœur. Et oui, peut-être que c'est pas ça qui me rendra riche et glorieuse, mais c'est pas non plus ce que je recherche, en fait. Moi, j'ai simplement envie de pouvoir me sentir alignée avec moi, heureuse de faire ce que je fais, me sentir utile, et voir que ça peut apporter de la joie et du bien-être autour de moi. Ça suffit en fait à ce que je me sente bien avec moi-même, et plus je le fais et plus je me sens bien. Donc j'ai certainement pas l'intention de m'arrêter là, et je vous encourage, chacun d'entre vous, si ça résonne avec vous, à vraiment chercher à continuer sur cette voie-là, parce que à mon sens, on a vraiment besoin de ça aujourd'hui, et plus on sera nombreux à prendre notre place et à offrir cette fameuse vibration, ce joyau qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous, et à le laisser rayonner autour de nous. C'est vraiment là que les choses peuvent prendre du sens, en fait, pour chacun individuellement, mais aussi à titre collectif, je pense. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'était très spirituel, un peu émotionnel, mais voilà, c'est des messages qui me tiennent à cœur, et j'espère vraiment que vous allez recevoir ce message avec toute la bienveillance et tout l'amour que j'y mets. Encore une fois, j'ai pas la science infuse, mais en tous les cas, si je sais que mon parcours peut illuminer le parcours de certains, et ce sera déjà très bien. Je vous invite à, évidemment, si vous avez envie de me poser des questions ou de réagir à des choses que je peux dire pour qu'on puisse en discuter, à mettre vos commentaires sous la vidéo, éventuellement aussi à nous écrire par mail à l'adresse qui est indiquée dans la description. Comme vous le savez, vous nous retrouvez donc sur notre chaîne LG Light and Voice, donc avec différents sujets thématiques, différents types de supports, podcasts, vidéos, interviews. Voilà, on propose de plus en plus de choses qui nous tiennent à cœur, Lucie et moi. Vous avez aussi donc la série de Lucie qui parle de son parcours personnel, qui est un petit peu en résonance avec le mien finalement, mais sur un aspect un peu différent, puisqu'elle fait des vidéos où elle parle de son parcours d'obèse, et quelque part elle a entamé ce cycle de série aussi dans l'optique de faire sa propre thérapie au travers de ses vidéos. Donc je vous invite vraiment à aller l'écouter, la soutenir si c'est un sujet qui peut résonner avec vous. Et puis donc à venir bientôt d'autres interviews avec des thérapeutes qui vont nous partager leurs pratiques,
et que vous pourrez éventuellement contacter si vous avez envie de travailler avec eux aussi, n'hésitez pas. On va sans doute faire des interviews croisées aussi sur certains sujets avec Lucie, donc voilà, il y a sans doute plein de choses encore à venir, donc restez bien au fait des nouveautés. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche, ça vous permettra de recevoir les notifications des prochaines vidéos qui vont être publiées. Et puis si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez laisser évidemment un petit pouce, et si vous avez aimé et que vous pensez que quelqu'un pourrait l'aimer également, vous pouvez évidemment partager aussi cette vidéo. Voilà, en tout cas merci pour votre écoute, merci pour votre soutien et votre bienveillance, et je vous souhaite une très belle fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes.